Il est dit qu'à la création de l'univers naquirent les divinités stellaires issues de ces mêmes énergies qui furent libérées en une masse tourbillonnante. La mer des étoiles commença son existence dans le flux et le reflux de ces entrelacs anarchiques, et pour un temps l'univers ne fut rien de plus qu'un nuage de gaz et de poussière gouverné par des milliards de jeunes soleils. Bien avant que les planètes ne soient formées et n'aient refroidi, les premières consciences émergèrent des gigantesques cheminées de plasma crachées par les astres. Dans les ères qui suivraient, ces êtres seraient appelés lectanes, mais à ce stade de leur existence, ils ne ressemblaient que peu aux créatures terrifiantes qu'ils allaient devenir. Ils se nourrissaient, comme de monstrueux parasites, des parents qui les avaient portés, raccourcissant chaque fois la vie des soleils de plusieurs millénaires. Avec le temps, ces vampires apprirent à planer sur les ailes diaphanes des flux magnétiques pour dériver de leur lieu de naissance vers d'autres endroits où ils purent se nourrir, sans se soucier de la matière solide dont ils privaient les corps astraux nouvellement formés, qui, agités par un feu interne et des courants électromagnétiques, ne remarquaient même pas leur monstrueux appétit. Tandis que les étoiles avaient engendré des créatures d'essence immatérielle, les planètes virent croître des formes vivantes qui commencèrent à emprunter le long chemin vers la conscience. Les premières à traverser l'immensité sidérale furent des êtres nommés les Anciens, doués d'une sagesse froide et mesurée, qui étudièrent les étoiles, puis élevèrent l'astrologie et l'astronomie au rang de sciences mystiques. Leur compréhension de la lente danse de l'univers leur permettait de manipuler les dimensions alternatives et ils entreprirent de grands ouvrages d'altération psychique. Grâce à leur art, ils traversaient de gigantesques portions d'espace d'un seul pas et leur descendance investit de nombreux mondes à travers toute la galaxie. Les Anciens avaient compris que toute forme de vie était utile. Partout où ils allaient, ils aidèrent de nouvelles espèces à se développer et imprégnèrent des milliers de mondes pour les faire leurs. La race qui allait devenir les Nécrons naquit sous l'éclat d'une étoile morbide plusieurs milliards d'années avant l'apparition de l'humanité sur Terra. Cette étoile, peut-être avait-elle été vampirisée auparavant par ceux qui seraient bientôt vénérés comme des dieux par cette espèce. Assaillis sans cesse par les vents solaires et les tempêtes de radiation, les Nécrontyres, alors créatures de chair et de sang, devinrent une race obsédée par la mort dont l'espérance de vie limitée était ponctuée par le malheur et la souffrance. C'était un peuple d'humeur morbide dont les jours précaires filaient trop rapidement au rythme d'une dégénérescence constante. Les Nécrontyres voulurent gagner le contrôle de leur destinée par le biais de la science, qui leur révéla que jamais ils ne vaincraient la malédiction encodée dans leurs gènes. Ils persévérèrent, et pourtant leurs découvertes n'améliorèrent en rien leur situation. Leur étoile était toujours pour eux à la fois source de vie et de mort. Leur dynastie avait été fondée pour régner malgré la vie éphémère de leurs membres, les vivants ne faisant que passer fugitivement au milieu des tombes et des sépulcres de leurs ancêtres. Incapables de s'épanouir sur leur propre planète, les Nécrontyres se lancèrent à corps perdu dans la colonisation de nouveaux mondes à bord de vaisseaux torches. Petit à petit, leur dynastie se répandirent jusqu'à ce que l'essentiel de la galaxie tombe sous leur coupe. En usant de cryptes de stase, de vaisseaux torches à combustion lente et d'enveloppes de métal vivant pour les protéger, ils partirent pour de longs voyages en vue de coloniser les planètes lointaines et à un certain moment de leur lente expansion, ils rencontrèrent les Anciens. La colonisation entreprise par ces êtres mystiques et ultra-intelligents avait été fulgurante, ce qui, en plus de leur longévité qui confinait à l'immortalité,
attisa une haine farouche qui dévora les nécrontyres autant que les cancers rongeaient leur enveloppe charnelle. Pourquoi une race avait-elle le droit de vivre aussi longtemps alors que eux périssaient si vite ? Au fil du temps, les communautés nécrontyres se divisèrent. L'unité de leur race s'éroda à mesure que leur empire s'étendait, et la guerre civile finit par engloutir des royaumes entiers lorsqu'ils firent sécession. Finalement, le Triarcat, le conseil régnant des nécrontyres, comprit que la seule façon de souder leur empire était de déclencher un conflit contre un ennemi extérieur. Cependant, rares étaient ceux à représenter une menace crédible. Seuls les anciens, la toute première race douée de conscience apparue dans la galaxie, étaient suffisamment puissantes pour obliger les nécrontyres à s'unir afin de les affronter. L'excuse pour déclarer cette guerre était simple à trouver, car les nécrontyres en avaient toujours voulu aux anciens de refuser de partager avec eux le secret de la vie éternelle. C'est ainsi que le Triarcat leur déclara la guerre et offrit dans le même temps l'amnistie aux dynasties renégates qui acceptaient de retourner dans son giron. Attisés par la promesse d'un butin inimaginable et de l'ascension à l'immortalité, les royaumes séparatistes renoncèrent à leur rébellion et se joignirent à la guerre céleste. Le récit des terribles campagnes militaires qui s'ensuivirent pourrait remplir tous les tomes d'une bibliothèque gigantesque, mais sa conclusion fut simple et inéluctable. Les nécrontyres ne pouvaient l'emporter. Malgré le nombre de leurs soldats et leur technologie, ils étaient constamment mis en échec par les anciens et leurs portails sur la toile. En l'espace de quelques siècles, les nécrontyres furent repoussés aux confins de la galaxie jusqu'à n'être plus pour leur adversaire qu'un problème mineur limité à quelques mondes isolés. Face à la défaite, les nécrontyres sombrèrent de nouveau dans l'anarchie. L'existence d'un ennemi commun ne suffisait plus à les lier. Des dizaines de générations avaient été sacrifiées au nom d'une guerre futile, si bien que de nombreuses dynasties auraient été prêtes à signer un armistice avec les anciens si le Triarcat l'avait autorisé. Ainsi débuta la seconde série des guerres sécessionnistes, encore plus désastreuses que les premières. Les dynasties étaient si divisées que les anciens n'auraient eu aucun mal à exterminer les nécrontyres s'ils l'avaient souhaité. Le Triarcat faisait face à l'effondrement total de son autorité et chercha désespérément des moyens de la restaurer. D'une certaine façon, ses prières furent exaucées, mais le prix à payer fut terrible. Ce fut au cours du règne de Sarek que les énergies divines connues sous le nom de Cthulhu se manifestèrent pour la première fois auprès des nécrontyres, même si nul ne sait exactement de quelle façon. Les archives poussiéreuses de Solemnas racontent que ce fut par accident, lors de la mission d'une sonde stellaire aux abords d'une étoile mourante. Le livre de la nuit tragique, conservé sous bonne garde dans le saint des saints de la bibliothèque interdite, clame quant à lui que la haine sans borne que les nécrontyres vouaient aux anciens attira les Cthulhu. Quoi qu'il en fût, l'ombre de ces dieux s'étendit d'abord sur les dynasties les plus anciennes. Certains nécrontyres s'assurèrent les faveurs des Cthulhu et leur firent fabriquer des corps de métal vivant afin de contenir leur essence nébuleuse. Les Cthulhu adoptèrent ainsi l'aspect des dieux de l'ancien panthéon des nécrontyres et prirent soin de cacher leur véritable but sous des faux semblants de servilité et de bonté. L'un d'entre eux servit d'émissaire à ses frères auprès du roi silencieux. Il était appelé le mystificateur par les autres Cthulhu, car il était maître dans l'art de la mystification. Cependant, le roi silencieux l'ignorait et lui accorda une audience. Le mystificateur lui parla d'une guerre entre les Cthulhu et les anciens ayant eu lieu bien avant la naissance des nécrontyres, et que les Cthulhu avaient perdu. Suite à cela, et craignant la vengeance des anciens,
Le mystificateur et ses frères s'étaient cachés dans l'attente de trouver un jour des alliés qui leur permettraient de prendre leur revanche. Il proposa aux Nécrontyres tout ce qu'ils désiraient en échange de leur assistance, l'unité de leur race et l'immortalité qu'ils convoitaient si ardemment. En échange de ces présents, Lectane ne demandait rien à part l'aide des Nécrontyres dans la guerre qu'ils souhaitaient livrer contre les Anciens. Qui aurait pu démêler la part de vérité dans les dires du mystificateur? Il est peu probable que Lectane lui-même en fût capable, car le mensonge s'était enraciné si profondément dans son essence qu'il était devenu incapable de discerner le vrai du faux. Toutefois, ces paroles trouvèrent un écho favorable auprès de Sarek, qui, comme ses ancêtres avant lui, désespérait de voir son peuple s'entre-déchirer et mourir prématurément. Pendant des mois, il débattit avec les autres membres du Triarcat et les nobles de sa cour. La seule voix qui s'éleva contre Lectane fut celle d'Orican, l'astrologue de la cour, qui prédit qu'une telle alliance amènerait certes une renaissance glorieuse, mais qu'elle détruirait à jamais l'âme du peuple Nécrontyre. Malgré tout, l'ambition et l'avidité prévalurent sur la sagesse, et la prophétie d'Orican fut ignorée. Un an après que le mystificateur eut formulé sa proposition, le Triarcat accepta de forger une alliance, et condamna ainsi, sans le savoir, toute la race des Nécrontyres. Une fois le pacte scellé entre les Nécrons et Lectane, ces derniers révélèrent à leurs alliés la forme qu'allait prendre leur immortalité et commencèrent le processus de biotransfert. Des biofourneaux colossaux brûlèrent jour et nuit afin de consumer les corps frêles des Nécrontyres et les remplacer par de robustes carcasses de métal vivant. Au milieu du vacarme des immenses machines, Lectane allait et venait en buvant les énergies vitales dégagées par la destruction des enveloppes charnelles des Nécrontyres. Lorsque Sarek vit Lectane se nourrir de l'essence de son peuple, il réalisa trop tard l'erreur qu'il avait commise. Certes, d'une certaine façon, son nouveau corps lui donnait une vigueur et une force qu'il n'avait plus ressentie depuis des décennies, et le mettait définitivement à l'abri des dangers qui guettent un organisme de chair et de sang. Ses pensées étaient également plus claires et plus acérées qu'elles ne l'avaient jamais été. Cependant, son esprit faisait face dans le même temps à un vide insondable qui défiait toute compréhension. Il comprit en cet instant que le prix de l'immortalité avait été la perte de son âme. Le roi silencieux ne pouvait qu'observer impuissant le destin vers lequel il avait amené son peuple. Les Nécrontyres venaient de disparaître pour céder la place aux Nécrons dénués d'âme. Même si le coût fut incommensurablement exorbitant, le biotransfert avait bel et bien tenu les promesses d'Ectane. Même le plus humble Nécrontyre reçut le don d'immortalité. L'âge et les radiations n'avaient plus prise sur leur corps, et seules les plus terribles blessures pouvaient le détruire définitivement. De même, les Nécrons étaient plus soudés que les Nécrontyres ne l'avaient jamais été, même si cela était dû davantage à la tyrannie qu'au bon vouloir des Nécrons eux-mêmes. Le processus de biotransfert avait implanté dans leurs esprits des protocoles d'obéissance radicaux, ce qui octroyait à Sarek un contrôle total sur ces sujets. Au début, ce dernier accueillit cette nouvelle autorité avec soulagement, lui offrant un répit suite au chaos des années précédentes. Toutefois, au fil du temps, le poids du commandement pesa de plus en plus lourd sur ses épaules, bien qu'il n'osa jamais annuler les protocoles d'obéissance de peur que ses sujets se retournassent contre lui, afin de se venger de la malédiction qu'il leur avait involontairement jetée. Les Anciens ne pouvaient espérer vaincre l'alliance d'Ectane et des Nécrons. Les dieux s'étaient gavés de l'énergie vitale des Nécrontyres jusqu'au point de devenir invincibles et de pouvoir déchaîner des forces inimaginables. Des planètes furent dévastées, des soleils furent soufflés, et des systèmes entiers furent dévorés par des trous noirs invoqués par les pouvoirs des dieux des étoiles.
Les Nécrons finirent par s'emparer des portails sur la toile et s'en servir pour assaillir les Anciens à travers toute la galaxie. Ils assiégèrent les forteresses des alliés des Anciens et moissonnèrent leurs forces vitales pour nourrir leurs maîtres. Les Cthans dominaient désormais toute la galaxie. Les dernières places fortes des Anciens étaient assiégées et les races qu'ils avaient éduquées livrées à la faim obscène des Cthans. Pour les jeunes races, les Nécrons et leurs dieux furent des maîtres cruels, fauchant à leur guise des populations entières et exigeant l'adoration et la terreur en égale proportion. Pour des raisons qui resteront probablement à jamais obscures, les Cthans se mirent à se mesurer les uns aux autres en déchaînant des forces destructrices échappant à l'entendement. De nouvelles planètes furent anéanties, de nouveaux soleils s'éteignirent comme des bougies dans le noir, et des trous gravitiques dévorèrent des systèmes entiers. De nouvelles cités étaient édifiées par l'effort de millions d'êtres pour être presque aussitôt rasées. L'extinction des races força les Cthans à s'entre-dévorer jusqu'à ce qu'il n'en subsiste que quelques-uns qui continuèrent un temps de s'affronter. C'est alors que Sarek réalisa quelle était la véritable nature des Cthans. Ils étaient l'entropie, l'énergie résiduelle qui s'échappe et qui ne peut que croître avant de disparaître. Les Anciens, dont la patience était légendaire, finirent par succomber à leur tour au désespoir. Ils manipulèrent la vie pour créer de nouvelles espèces en renforçant leur lien avec le Warp, dans l'espoir que leurs enfants auraient la capacité psychique de se défendre par eux-mêmes. Ils améliorèrent ainsi le potentiel guerrier de nombreuses races, au sujet desquelles on peut spéculer que les premiers Aeldari, les Rashan et les Knib comptèrent parmi celles-ci. Les millénaires passèrent dans l'attente que ces créations ne se développent, et les Cthans menaçaient toujours la galaxie d'extinction. Enfin, les jeunes races se répandirent dans la galaxie et opposèrent à la science des Nécrons leur magie issue du Warp. Aidés des forces extraites de l'Immaterium, les coups qu'ils portèrent ébranlèrent l'empire des Cthans, qui malgré toute leur déprédation ne purent soutenir la contre-attaque implacable des Anciens. Les Cthans, enfin unis pour la première fois depuis des millions d'années, s'efforcèrent de trouver une parade aux énergies mobilisées par les jeunes races, et ils fomentèrent un plan qui devait pour toujours priver les Anciens de leur magie, en séparant irrémédiablement le Warp de l'univers matériel. Cela ne devait être qu'une question de temps. Alors commença la grande tâche des Cthans. Mais avant qu'ils ne pussent la mener à bien, les graines semées par les Anciens des millénaires auparavant donnèrent lieu à un cataclysme imprévisible. La douleur psychique grandissante des jeunes races sema le désordre parmi les énergies encore inexploitées du Warp. La guerre, la souffrance et la destruction furent autant d'images projetées dans les profondeurs sans fond de la mer des âmes. Les tourbillons d'esprits victimes des carnages vinrent se joindre aux forces surnaturelles autrefois neutres. Les âmes des Psykers rendus vulnérables furent déchiquetées par les entités du Warp les plus anciennes qui se murent en prédateurs, alors même que leur environnement était ravagé et reforgé par les puissances invoquées dans l'univers matériel pour s'y battre. Les rejetons du Warp se pressèrent avidement vers les fissures entre les dimensions, cherchant à s'infiltrer dans le monde réel. Les Anciens s'en remirent à de nouvelles créations pour défendre leurs derniers bastions, comme les Krork à la peau verte, et les Jokaero, capables d'imiter les technologies, mais il était déjà trop tard. Le réseau intergalactique des Anciens s'était fissuré. Leur plus remarquable chef-d'œuvre leur avait été ravi par les horreurs que leur création avait libérées. Les plus redoutables de celles-ci furent les asservisseurs, des êtres dont la capacité à dominer les jeunes races et à ouvrir leur propre portail à l'aide de Psykers sous influence leur permit de se déverser en grand nombre dans l'univers matériel. Pour les Anciens, le désastre était complet puisque les asservisseurs s'étaient rendus maîtres de leurs enfants. Les jeunes races avaient ouvert la boîte de Pandore, ce qui dispersa les Anciens et les priva à jamais de leur pouvoir.
Si la vie s'était tenue au bord du précipice durant la guerre entre les anciens et les Cthans, maintenant que les asservisseurs étaient sortis de l'immatérium, les survivants semblaient définitivement condamnés. Acculés par les attaques des Cthans et les créatures du Warp qu'ils avaient éveillées par inadvertance, les anciens finirent par être tous exterminés. Au cours du dernier acte de la guerre céleste, Sarek guetta le moment où les Cthans seraient vulnérables. Même si la totalité de la race des Nécrons était à ses ordres, il ne pouvait espérer vaincre les dieux tant qu'ils étaient au sommet de leur puissance, et même s'il y était parvenu, il aurait dû ensuite affronter seuls les anciens. Il attendit donc que ces derniers fussent annihilés pour se venger des Cthans et du sort qu'ils avaient fait subir à son peuple. Ainsi, lorsque les dieux des étoiles l'emportèrent, leur triomphe fut de courte durée. Une fois l'ennemi commun vaincu et les Cthans affaiblis par leurs incessantes batailles, le roi silencieux mena la révolte. Les Cthans étaient bouffis d'arrogance et ne réalisèrent pas le danger à temps. Les Nécrons canalisèrent les énergies de l'univers dans des armes si redoutables que les dieux eux-mêmes ne pouvaient y résister. Hélas, les Cthans étaient des êtres immortels engendrés par les étoiles, des portions de la trame de l'univers, et ne pouvaient donc pas être détruits définitivement. Au lieu de cela, chaque Cthans fut pulvérisé en des milliers de fragments. Néanmoins, cela suffisait au roi silencieux. Il savait qu'il était vain de vouloir faire disparaître ses dieux et avait donc échafaudé un plan. Chaque écharde de Cthans allait être enfermée dans un hypercube labyrinthique comme un génie dans une lampe magique. La victoire fut cependant amère, car des millions de Nécrons et les 2 Phaéron qui régnaient aux côtés du roi silencieux avaient été tués. Cependant, les Nécrons étaient de nouveau maîtres de leur destin. Or, même une fois les anciens et les Cthans vaincus, le roi silencieux sut que l'âge des Nécrons était révolu, pour un temps tout au moins. Les rênes de la galaxie allaient passer entre les mains des Aeldari, une race qui s'était battue aux côtés des anciens au cours de la guerre céleste et qui était devenue l'ennemi juré des Nécrons. Les Aeldari avaient survécu envers et contre tout, et sans le soutien des Cthans, les Nécrons n'étaient plus de taille à les vaincre. Toutefois, le roi silencieux savait que le temps des Aeldari passerait à son tour, comme il en va de toute race de chair et de sang. Il ordonna donc que les villes des Nécrons soient transformées en nécropoles abritant des cryptes de stase et laissa les Aeldari gouverner seuls la galaxie pendant les millénaires suivants. Leur race était éphémère, tandis que celle des Nécrons était immortelle. Le dernier acte du roi silencieux fut de commander à son peuple de sombrer en léthargie pendant 60 millions d'années, avant de s'éveiller pour rebâtir ce qu'ils auraient perdu et pour restaurer la gloire des anciennes dynasties. Lorsque le dernier monde nécropole fut scellé, il annula les protocoles d'obéissance grâce auxquels il contrôlait son peuple, car il avait échoué à le guider vers la félicité. Enfin, sans un regard en arrière, Sarek, dernier des rois silencieux, embarqua pour les profondeurs de l'espace intergalactique et entama un long pèlerinage d'expiation. Et depuis tout ce temps, les Nécrons sont restés endormis. Nul ne sait exactement combien de mondes nécropoles sombrèrent dans le long sommeil, mais il est certain qu'un grand nombre d'entre eux n'ont pas survécu jusqu'au 41e millénaire. Malgré les connaissances technologiques prodigieuses des Nécrons, entrer dans une stase aussi prolongée restait incroyablement risqué. Les Nécrons dormirent pendant 60 millions d'années, attendant silencieusement l'occasion de suivre l'ordre du dernier des rois silencieux, restaurer la gloire des dynasties. Au fil des siècles, de plus en plus de mondes nécropoles subirent des dysfonctionnements ou furent en proie à des menaces extérieures.
Pour beaucoup, les conséquences furent bénignes, comme l'interruption du chronostat ou l'avarie des chambres de régénération, ce qui provoqua un réveil tardif de leurs occupants. Cependant, certains mondes nécropoles connurent des événements bien plus calamiteux. Les pannes répétées de cryptes de stase détruisirent des millions, peut-être même des milliards de nécrons endormis. Des mondes nécropoles entiers furent détruits par les Aeldari malgré leur système défensif avancé. D'autres mondes furent victimes de l'indifférence de la galaxie. Tectoniques instables broyant des forteresses, supernovas vitrifiant les mondes nécrons à proximité, formes de vie curieuses envahissant les territoires des nécrons, et, dans leur ignorance, provoquant plus de ravages que les Aeldari. Malgré sa précision, l'éveil s'est tout de même étalé pour l'instant sur des milliers d'années, comme si la race des nécrons était un dormeur ayant du mal à sortir de sa torpeur. Tous les nécrons étaient censés s'éveiller au début du 41e millénaire, mais des erreurs dues à la dégradation des circuits et des protocoles ont provoqué cet événement bien avant cela, ou au contraire l'ont prolongé, si bien qu'aujourd'hui encore, de nombreux mondes nécropoles restent endormis. Les premiers s'éveillèrent 10 000 ans trop tôt, assistant au déferlement de la Grande Croisade sur la galaxie. Une poignée d'entre eux fut même témoin de l'émergence de Nova Terra et de son défi lancé au Trône d'Or, ou des guerres menées par les apôtres du roi aveugle. D'autres, au contraire, ne se sont jamais éveillés. Aujourd'hui encore, à l'insu des civilisations qui vivent au-dessus d'eux, il reste encore des milliards de nécrons endormis attendant silencieusement l'appel du destin. Il est rare qu'un monde nécropole retrouve rapidement ses capacités de production maximales. Le plus petit défaut dans le processus de régénération peut dégrader irrémédiablement le circuit engrammatique du dormeur. Sa mémoire est censée se restaurer au fil du temps afin qu'il retrouve son identité, mais ce processus peut durer des décennies, voire des siècles sans que l'on puisse l'accélérer. Parfois, il ne s'achève jamais, condamnant le nécron endormi à une torpeur inextricable. Des milliers de mondes nécropoles dont les occupants ne sont plus que des automates décérébrés sont éparpillés à travers la galaxie. Leur esprit a été perdu au cours de leur hibernation et a été remplacé par un programme de routine afin de tenter de donner un but à leur existence. Les autres nécrons nomment ces planètes les mondes du néant et redoutent leurs habitants tout autant qu'ils les plaignent. Malgré tout, même un nécron dont l'éveil se déroule sans heurts ne conserve pas la vivacité intellectuelle dont il jouissait de son vivant. L'une des inégalités cachées du biotransfert fut le fossé qu'il creusa entre les dirigeants et les serviteurs, car les ressources n'étaient pas suffisantes pour fournir à tous les nécrons un corps capable de conserver l'intégralité de leur conscience et de leur personnalité. Comme on pouvait s'y attendre, les corps les plus performants furent réservés aux individus de haut rang, les Phaeron, les Tétrarques, les Cryptèques et les Némésors. Pour les soldats, une incarnation purement fonctionnelle fut estimée suffisante. Le bas peuple hérita des restes, c'est-à-dire de corps rudimentaires, à peine plus que des prisons lobotomisantes. Ces nécrons-là sont privés d'émotion et de toute capacité d'apprentissage et sont condamnés à obéir à leur maître sans pouvoir agir de leur propre chef. Pire encore, ces créatures torturées conservent une étincelle de leur vie passée, si bien que pour elles, la mort serait 1000 fois préférable à l'existence à laquelle elles sont condamnées. Malheureusement, elles sont incapables d'y mettre fin de leur propre initiative. Avec son peuple endormi, Sarek, le dernier des rois silencieux, s'était exilé dans le vide galactique, cherchant pénitence pour le purgatoire qu'il avait apporté à son peuple. Pendant des millions d'années, il a parcouru l'obscurité entre les galaxies. Entre-temps, son peuple a commencé à s'éveiller pour découvrir que les races plus jeunes n'étaient pas mortes. La galaxie devrait être alors reconquise par la force. Dans le vide intergalactique, le roi silencieux avait découvert une nouvelle menace pour son peuple, les tyrannides.
S'ils étaient capables de consommer toute la biomatière de la galaxie, alors les Nécrons n'auraient aucun espoir d'inverser le biotransfert. Il savait qu'il devrait revenir et gouverner son peuple une fois de plus. Avec son retour, les Nécrons espèrent une fois de plus qu'ils vont dominer la galaxie. Sarek a lancé un projet qui n'est qu'un coup de maître, créant d'immenses pylônes en octilite. Cette substance mystérieuse pouvait améliorer ou arrêter les pouvoirs psychiques, et même Belisarius Cawl y voyait là le moyen de vaincre le chaos. Là où ces pylônes furent élevés, des régions entières de l'espace furent coupées du warp, que dans sa terrible ignorance, l'humanité avait surnommé Nexus du Paria. Toutes les créatures vivantes dans cette zone de l'espace se trouvaient affligées d'un désespoir engourdissant qui ne faisait que s'aggraver avec le temps jusqu'à ce qu'elles deviennent un peu plus qu'une enveloppe stupide. Les sujets parfaits pour l'expérimentation sur l'inversion du biotransfert. En raison de la charge négative des pylônes, la manifestation des énergies démoniaques ou psychiques dans ces régions devenait beaucoup plus difficile. Les plans des Nécrons se réaliseraient peut-être enfin.